Monsieur le Président, honorables membres du Parlement européen, Mesdames et Messieurs, nous avons fait le choix, nous aussi, de nous exprimer en français, car il s'agit d'une matière juridique et il vaut mieux être précis. Votre Parlement a commandité en mai dernier une étude sur la coopération permanente structurée, PESCO, pour savoir où en étaient les discussions entre États membres, s'il y avait une compréhension commune du sujet et si tous les points qui devaient être abordés dans les discussions l'ont été effectivement. Monsieur Santopito et moi-même, pour le GRIP, le groupe de recherche et d'information pour la paix et la sécurité, avons conduit cette étude et avons rendu notre rapport le 12 juillet dernier. C'est dire que depuis le 12 juillet dernier, les choses ont certainement évolué, mais nous pensons que néanmoins, l'essentiel de nos conclusions reste valide et je les ordonnerai en 3 séries d'observations. Premièrement, il y a bien une compréhension commune entre les États membres de ce qu'est la PESCO, mais cette compréhension commune s'est malheureusement considérablement éloignée de la vision initiale des rédacteurs du traité de Lisbonne. Deuxièmement, les positions n'ont pas encore complètement convergé entre les États membres en dépit de cette compréhension commune, et notamment entre les Français et les Allemands, et il est à craindre qu'un compromis soit trouvé sur le plus petit commun dénominateur. Troisièmement et dernièrement, de nombreux débats ont été passés sous silence, de nombreux débats qui auraient dû avoir lieu n'ont pas eu lieu, et il est à craindre que tôt ou tard, ils ressurgissent s'il est véritablement décidé d'établir, c'est le mot utilisé par le traité, la coopération structurée permanente. Commençons donc par l'état de la compréhension commune que nous avons abordé en posant invariablement à nos interlocuteurs 3 questions. Pourquoi voulez-vous faire la PESCO? C'est quoi la PESCO? Et finalement, comment la mettre en œuvre? Sur la question du pourquoi, force est de constater que les attentes ont augmenté. Rappelons que l'objectif initial était la constitution d'une capacité militaire autonome permettant à l'Union de gérer, sans l'aide des Américains, c'est ça ce que ça veut dire autonome, des crises intervenant dans le voisinage de l'Europe et ayant un impact direct ou indirect sur elle. Elle est née du constat fait par les principaux leaders européens au tournant des années 2000 de leur incapacité à intervenir dans la crise yougoslave. Plus jamais ça. L'objectif initial de la PESCO est donc de permettre de constituer cette capacité autonome. Il faut être très clair dès le début, il y a 2 choses très différentes. La PSDC, c'est la capacité militaire autonome et l'utilisation que l'on en fait, le P de politique. Et puis, il y a comment on constitue cette capacité militaire autonome, et c'est là qu'intervient la PESCO. Si elle avait existé, du reste, cette capacité militaire autonome eût permis à l'Union européenne d'intervenir dans des crises qui l'impactent directement, comme le Mali, la Libye ou même la Syrie, avant qu'elle ne dégénère en une authentique guerre civile. Aujourd'hui, l'objectif assigné à la PESCO, répété à plusieurs reprises dans les conclusions du Conseil de l'Union européenne du printemps dernier, est de permettre de remplir le niveau d'ambition découlant de la stratégie globale. C'est-à-dire que, en d'autres termes, il ne s'agit plus seulement d'aboutir à cette capacité militaire autonome pour gérer des crises à l'extérieur de l'Union, mais aussi, ce sont les niveaux d'ambition qui découlent de la stratégie globale, de permettre d'aider à la construction des capacités militaires des partenaires de l'Union et surtout de permettre la protection de l'Union et de ses citoyens à l'intérieur de nos frontières. Autant dire que le niveau d'ambition a singulièrement été rehaussé. Deuxièmement, sur la question du quoi. Là encore, la compréhension commune a considérablement évolué. Initialement, l'une des notions clés de la PESCO était la notion d'avant-garde. Il s'agissait tout simplement de permettre à ceux qui voulaient avancer plus vite de le faire en formant entre eux une coalition de ceux qui veulent et de ceux qui peuvent. Aujourd'hui, cette notion a été gommée au profit de la notion d'inclusivité. Seule la France semble pousser encore pour avoir une PESCO, je cite, ambitieuse, c'est-à-dire qui serve à quelque chose, alors que tous les autres États membres
derrière l'Allemagne, milite pour une PESCO la plus inclusive possible. Alors, nous comprenons bien les raisons qui, dans les temps agités qui sont les nôtres, poussent à mettre en avant l'unité européenne et d'insister sur la nécessité de rester groupés. Néanmoins, soyons clairs, la notion d'inclusivité est incompatible avec la notion d'avant-garde. Si tout le monde fait partie d'avant-garde, si tout le monde est dans l'armée, il n'y a plus ni avant-garde ni corps d'armée, il y a juste une masse indéterminée de pays. Et la seule certitude le seul moyen pour qu'ils avancent quelque part est de réduire la portée des engagements qui seront pris. Enfin, troisième point, les divergences les plus fortes apparaissent sur la question du comment faire la PESCO. On se souvient qu'initialement, celle-ci est formée de 5 séries d'engagements contraignants qui portent sur le financement des équipements militaires, sur la planification de défense, sur les capacités opérationnelles, sur le comblement des lacunes capacitaires et enfin sur la participation à des programmes d'équipement militaire majeurs, c'est le terme utilisé dans le traité, à travers l'Union européenne de défense. Si je devais résumer devant vous la PESCO en un mot, un seul, je dirais que c'est un processus. C'est un processus d'intégration. Si on veut avoir une image mentale, métaphorique de ce qu'est la PESCO théoriquement, il faut se représenter la façade d'un temple grec où le frontispice serait cette capacité autonome dont nous avons parlé et où la seule façon d'établir ce frontispice de façon équilibrée, c'est de monter de façon harmonieuse les colonnes les unes avec les autres. Il est entendu qu'elles doivent avoir toute la même dimension, toute la même hauteur et toute la même épaisseur. C'est ça la PESCO. Si on veut être encore plus concret, je vous invite à regarder ce que les Belges et les Néerlandais ont fait en matière de coopération navale, parce que c'est très exactement l'esprit de la PESCO. Qu'ont-ils fait? Ils ont planifié ensemble le renouvellement de leur marine. Ils ont décidé de construire des frégates et des chasseurs de mines. Un pays a pris le lead pour l'un, l'autre pays a pris le lead pour l'autre. Ils ont construit ensemble ces navires. Ils les exploitent ensemble, ils les soutiennent ensemble, les équipages reçoivent le même entraînement et finalement ils peuvent retirer les mêmes leçons de leurs engagements. C'est ça la PESCO et c'est bien le mot d'intégration, processus d'intégration qu'il faut retenir. Or, aujourd'hui, soyons clairs, plus aucun État membre ne veut entendre parler d'intégration. À tel point que l'idée d'intégration a été remplacée par le concept de modularité, qui est sorti de nulle part, en tout cas pas des traités. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de dire que les États ne seront pas obligés de participer à tous les projets, mais qu'ils pourront le faire de façon modulaire, c'est-à-dire sur une base volontaire. En d'autres termes, ils prennent l'engagement de s'engager. Sur quoi, quand, avec qui, tout ça reste à déterminer. Le mot de modularité, vous le connaissez, c'est le nouveau nom que l'on donne tout simplement à la coopération. Le problème, c'est que la coopération, c'est ce que nous faisons en matière de défense européenne depuis 20 ans. Donc on est très loin de la vision initiale des rédacteurs du traité. Et ce à quoi nous assistons, c'est une PESCO light. J'en viens maintenant à notre deuxième série d'observations, les positions des uns et des autres. De ce point de vue, on peut distinguer 5 groupes d'États. Il y a tout d'abord le noyau franco-allemand. Ce n'est un secret pour personne, une fois que les Britanniques seront sortis de l'Union européenne, sans l'Allemagne et sans la France, la défense européenne n'aurait pas de sens, tout simplement parce que ces deux pays-là constituent la masse critique en termes de financement, en termes de recherche de défense, en termes de capacité militaire, en termes de capacité opérationnelle, autour desquels pourraient s'agréger les autres appareils de défense. C'est eux qui constituent la masse critique. Sans l'un des deux, que ce soit l'Allemagne ou que ce soit la France, il n'y aura pas de masse critique.
Or, le problème, c'est que c'est précisément entre les Français et les Allemands que les désaccords sont les plus profonds. Évacuons tout de suite d'emblée ce qui nous semble être le faux débat de l'inclusivité contre l'ambition. La PESCO peut être à la fois authentiquement ambitieuse et inclusive, à condition de la considérer non pas comme un cadre, mais comme un processus. Si c'est un cadre, c'est-à-dire quelque chose qui entoure généralement une peinture ou une photo, alors tout le monde veut être sur la photo, et évidemment, on ne va pas s'en sortir. Si en revanche c'est un processus, alors il y a un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ n'a pas besoin d'être très élevé. Ce qui est important, c'est d'être d'accord sur le point d'arrivée. Quel type de sommet veut-on escalader? Un sommet de 2000 mètres, un sommet de 4000 mètres, un sommet de 8000 mètres. Et aussi sur les voies et moyens et le calendrier d'atteindre le sommet. Or, si on peut être assez confiant sur le fait qu'à la fin, les Français et les Allemands vont arriver à trouver un compromis, nous avons la conviction que ni les uns ni les autres ne pensent sincèrement à intégrer leur appareil de défense. Que font-ils? Eh bien, sous la pression de leurs leaders politiques, à la fois en Allemagne, la chancelière Merkel, ou à la fois en France, le président Macron, ils essayent de faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire de remplir le panier de la coopération, le panier de la PESCO, d'autant de projets que possible, comme si on se livrait à une chasse aux œufs de Pâques. Aux dernières nouvelles, il y aurait 36 projets. Autant vous dire que c'est business as usual. On reste dans la coopération et je ne vois rien dans ce qui est sur la table aujourd'hui qui ressemble de près ou de loin à l'intégration. Or, sans intégration, qui est un mot tabou, tout cela ne servira à rien. Deuxième groupe de pays autour du noyau central, le groupe de ceux que nous avons appelés les États volontaires. Ce sont tous les États qui font partie de ce groupe, n'ont pas forcément les moyens d'en faire partie, mais pour diverses raisons, tenant au fait notamment que certains d'entre eux sont des États fondateurs, ils n'imaginent pas ne pas faire partie du premier cercle. Je pense notamment à l'Italie, je pense également à l'Espagne, qui apporte une contribution importante en matière de défense. Je pense évidemment aux pays du Benelux qui, néanmoins, ont beaucoup hésité, semble-t-il, sur leur participation à la PESCO. Dans ce groupe, il y a également la présence de la Finlande, qui, rappelons-le, ne fait pas partie de l'OTAN et qui donc attache à la défense européenne une importance toute particulière. Il y a également l'Estonie et la Lettonie, qui sont très impliqués dans cette initiative, et puis aussi des pays comme la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie, qui voient sans doute dans la PESCO l'occasion d'impliquer l'Union européenne dans la défense du flanc Est, ainsi que la Grèce, pour des raisons similaires, vis-à-vis de la Turquie. Dans un troisième groupe figurent les États membres que nous avons qualifiés de résignés, parce qu'ils ne tiennent pas à établir la PESCO, mais se résignent à le faire par peur d'être relégués en seconde zone. On trouve dans cette catégorie la Lituanie, la Roumanie et la Bulgarie. Il y avait au début de l'été un quatrième groupe qui était celui des indécis, dans lequel on rangeait la Suède et le Portugal. Il semblerait que désormais ces deux pays aient basculé dans le camp de ceux qui ne feront pas partie de la PESCO, c'est-à-dire le cinquième groupe des 4 pays, à savoir l'Autriche et l'Irlande, pour des raisons tenant à leur neutralité, Malte, qui n'a pas d'armée, et évidemment le Royaume-Uni. Au total, nous aurions donc une PESCO plutôt inclusive, formée d'un ensemble aux motivations hétérogènes. On parlait avant l'été d'un groupe de 18 à 24 pays. À Tallinn, on parlait de 20 États membres. Mais en réalité, tout dépend de ce qui sortira de l'accord franco-allemand, lequel dépendra lui-même de ce qui sortira, de ce que pourra faire et de ce que voudra faire le nouveau gouvernement allemand. Enfin, dernière série d'observations, y a-t-il des débats qui ont été passés sous silence? Et si oui, lesquels? Eh bien oui, il y a de nombreux débats qui auraient dû avoir lieu et qui n'ont pas eu lieu. Le premier, c'est celui de la gouvernance. La gouvernance de l'ensemble formé par la PESCO et la PSDC est un ensemble complexe qui s'étale entre 4 niveaux. Il y a tout d'abord le niveau de la PSDC,
qui est celui qui se règle au niveau du Conseil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette capacité autonome. Et là, c'est un domaine bien balisé, bien connu, les décisions se prennent à l'unanimité. Le second niveau est celui de la PESCO elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour obtenir cette capacité. Et là aussi, tout se passe au sein du Conseil, mais seuls les États membres qui participent à la PESCO votent, et ils le font à l'unanimité encore une fois. Observons au passage que c'était la façon la plus astucieuse et la plus simple trouvée par les rédacteurs du traité d'atteindre cette fameuse inclusivité, puisque les débats sur la PESCO ayant lieu au sein du Conseil, même si tous les États membres ne prennent pas part au vote, tous les États membres sont informés. Troisième niveau I do 20 minutes and only 10 minutes. Okay. Donc, le troisième niveau qu'on oublie toujours est celui de la PESCO, de l'AED, de l'Agence européenne de développement, puisque si celle-ci est censée jouer un double rôle selon les traités, d'une part, elle assure l'évaluation des engagements, et d'autre part, elle met en œuvre les programmes d'équipement majeurs. Enfin, dernier niveau de gouvernance, celui des projets ou programmes eux-mêmes, dont la gouvernance sera fixée au cas par cas. Et tout cela n'est pas, pour ainsi dire, un modèle de simplicité, et d'autant qu'aux trois premiers niveaux, toutes les décisions se prennent à l'unanimité. Autant dire qu'il faudra mettre beaucoup d'huile dans les rouages pour faire en sorte que tout cela fonctionne. Le second débat à passer sous silence, c'est celui de la nécessaire réforme de l'Agence européenne de défense. Si l'AED est effectivement destinée à jouer le rôle que lui promettent les traités dans le fonctionnement de la PESCO, alors il semble important de changer sa gouvernance, c'est-à-dire de passer à la majorité qualifiée, comme c'est du reste prévu dans ces traités, dans ces statuts, il n'y a rien à changer, il suffit de le faire. Il faut également lui donner le plus rapidement possible la masse critique d'expertise technique dont elle aura besoin pour conduire les programmes majeurs d'équipement. À notre avis, la seule façon de le faire, c'est de fusionner avec l'OCCAR. C'était du reste le plan initial, ce qui était prévu par les rédacteurs du traité de Lisbonne. Troisième débat passé sous silence, la cohérence entre les initiatives de la Commission, en particulier le Fonds européen de défense, et celles du Conseil, la PESCO et la CARD. Comme il s'agit d'un travail en cours, l'absence de précision semble normale à ce stade, mais tôt ou tard, il faudra préciser et éclaircir les relations entre ces différents instruments. Quatrième débat passé sous silence, l'impact du Brexit sur la PESCO. Juridiquement, les choses sont très simples. Dès que le Royaume-Uni quittera l'Union, il sera hors de question qu'il fasse partie de la PESCO. Politiquement, les choses sont plus compliquées car aucun État membre ne souhaite vraiment le départ des Britanniques de la défense européenne. Et si l'on en croit ce que les Britanniques eux-mêmes disent et écrivent, eux-mêmes ne souhaitent pas trop s'éloigner. Mais, quoi qu'il en soit, la façon dont l'Union et le Royaume-Uni maintiendront leurs liens en matière de défense est pour l'instant incertaine. Si l'on mettait en position le Royaume-Uni de bloquer à nouveau la défense européenne, la PESCO, c'en serait fini de l'idée même de défense européenne. Enfin, ne nous le cachons pas, si le PESCO était un succès, c'est-à-dire qu'elle corresponde dans la réalité à ce que les rédacteurs des traités ont voulu faire, alors cela nous conduirait à réexaminer la relation entre cette Union européenne de défense qui ne dit pas encore son nom et l'OTAN. J'en ai terminé pour ce qui me concerne et je laisse le soin maintenant à mon collègue Santo Pinto de conclure en appelant votre attention sur les résultats les plus importants de notre étude.